Aujourd'hui, dans 101%, j'y arrive pas. Il y a quelques jours se déroulait à Paris l'event Batman Arkham City. Une soirée aux airs de gala de charité à laquelle nous étions conviés par Bruce Wayne himself. Plutôt classique au début, l'event s'est vite transformé en véritable show lorsque la bande du Joker s'est invitée aux festivités. Outre les quelques bornes faisant tourner le jeu, on pouvait trouver dans cette soirée quelques activités divertissantes, aussi bien pour les yeux que pour le ventre. Une initiative sympathique donc, pour un jeu qui l'est tout autant, et dont on vous fera la critique incessamment sous peu dans 101%. La série des Need for Speed a toujours autant de succès auprès des joueurs, et ça fait plusieurs années que ça dure. Le mois prochain sera l'occasion d'accueillir un nouvel épisode du nom de The Run. Jack Rourke, le héros de ce volet, est un as du volant endetté jusqu'à la moelle. Pour éponger sa dette, il se retrouve à participer à The Run, une course illégale à travers les États-Unis qui réunit les meilleurs pilotes du pays. Ce ne seront pas moins de 25 millions de dollars qui seront attribués aux gagnants, et c'est évidemment ce qui intéresse Jack. De San Francisco à New York, il devra ainsi tout mettre en œuvre pour dépasser ses concurrents et terminer premier. Les features bien connues du jeu, comme la jauge de nitro, seront bien sûr présentes, mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de découvrir de nouveaux environnements, surtout que le jeu utilisera le même moteur graphique que le prochain Battlefield 3, ce qui pourrait donner un résultat bien sympathique pour la gestion des dégâts. Et on termine ces news dans la rigolade avec les lapins crétins qui cette fois-ci partent vraiment en live. En tout cas, c'est ce que le dernier trailer en date laisse croire. Les possesseurs de Kinect ayant des affinités avec le casual pourront de toute manière s'en rendre compte par eux-mêmes à l'occasion de la sortie du jeu début novembre. Excusez-moi. Allô? Élise? Salut. Non, ouais, ça va pas bien. Comment tu sais? Ah, tu regardes 101%? Ah, salut. Ouais, non, ça va pas. Non, pas la peine, non. Bah, si tu veux passer, passe, alors, ouais. Merci. Robot Entertainment est la société fondée par les anciens d'Ensemble Studios, à qui l'on doit la série Age of Empires. Après avoir réalisé Age of Empires Online pour Microsoft, le studio change radicalement de registre avec Orcs Must Die, un jeu d'action téléchargeable qui est en quelque sorte la fusion entre un Tower Defense, un hack and slash et Dungeon Keeper. Un petit jeu sorti de nulle part et qui se révèle tout simplement indispensable. Nous allons maintenant voir pourquoi. Attention, de nombreux orques ont été blessés pendant la réalisation de The Critique. Orcs Must Die prend place dans un monde de fantasy générique. On y trouve des elfes, des kobolds, des dragons et bien entendu, des orques. Comme le veut la tradition, ceux-ci arrivent en hordes vertes grouillantes et chaotiques, attirés par les failles magiques qui parsèment le royaume. Vous êtes un mage engagé pour défendre l'édite faille contre la horde de peau verte. Vous savez, le genre qui se met au milieu des ponts et qui crie des trucs du genre « Le champ de force !» Enfin, techniquement, vous n'êtes que l'apprenti d'un mage expert de ce genre de situation. Mais voilà, votre vieux mentor ayant cassé sa pipe suite à un bête accident, c'est à vous qu'incombe désormais la tâche de trucider des orques par paquet de sang et de les empêcher à tout prix d'atteindre chacune des failles. Votre maître vous prenait un peu pour un incapable pédant, il ne revient qu'à vous de lui donner tort. À moi de jouer maintenant. Repose en paix, vieux fou. Qu'est-ce qu'il m'a laissé dans ce grimoire? Au début de chaque niveau d'Orcs Must Die, les portes de la forteresse que vous êtes chargé de défendre sont fermées. Vous avez donc tout votre temps pour compulser le grimoire contenant les traquenards et armes à votre disposition pour le combat à venir.
Attention, car vous ne pouvez sélectionner qu'un nombre limité de pouvoirs et une fois votre choix effectué, il faudra vous en contenter pour le reste du niveau. Chaque piège coûte de l'argent et vous aurez tôt fait d'avoir dépensé votre pécule de départ. Ouh, c'est joli! Lorsque vous êtes prêt, il est temps d'ouvrir les portes et que la fête commence! Comme dans un Tower Defense, les orques déferlent en vagues successives à partir d'une ou plusieurs entrées et se ruent vers la faille. À vous d'agencer vos pièges de manière à en laisser le moins possible se glisser entre les mailles du filet. Des nouvelles décorations! Les pièges sont tous plus délirants les uns que les autres. Au début, on n'a accès qu'aux classiques pics sortant du sol Ça va chatouiller la plante des pieds. et murs lançant des flèches façon Indiana Jones. Sans oublier les mares de goudron qui ralentissent les orques. Très vite, il deviendra possible de placer des traquenards plus exotiques, comme des pistons qui écrabouillent la racaille verte ou des pans de mur qui poussent les orques dans le vide. Il est également possible de placer des gardes, guerriers et archers qui se battront à vos côtés. Car oui, lorsque tous les pièges ont échoué, il est temps d'achever les survivants à l'aide de votre fidèle arbalète ou votre épée ou quelques sortilèges de derrière les fagots. Certains éléments du décor sont également interactifs, il est donc possible de faire tomber un chandelier sur les orques ou de renverser des chaudrons d'huile bouillante sur les assaillants. Le tout commenté par notre héros au travers de répliques sarcastiques qui ne sont pas sans évoquer Bruce Campbell dans l'Armée des Ténèbres, décidément inspiration incontournable pour ce genre de personnage. Le rythme du jeu est effréné, et plus vous parvenez à former des combos en tuant les orques, plus vous gagnez d'argent qui vous permet de poser toujours plus de pièges. Les courtes phases de répit qui entrecoupent les vagues ennemies sont donc l'occasion de perfectionner les défenses de la forteresse. Les failles possèdent en général 20 points de vie. Un point est perdu lorsqu'un orque parvient à l'atteindre, et lorsque le compteur arrive à 0, c'est le game over. Et si votre personnage se fait tuer par la horde, il est ressuscité au prix de 5 points de faille. Tant qu'à faire, il est plutôt recommandé de rester en vie. Par chance, certains ennemis laissent derrière eux des potions de soins, et vous serez régénéré par la faille si vous arrivez à vous y réfugier. Selon vos performances, vous gagnez de 1 à 5 crânes à la fin du niveau. Ces crânes vous permettent d'améliorer vos pièges pour les rendre encore plus mortels. A noter que les améliorations sont définitives. Vous pouvez à tout moment revenir dans un niveau déjà complété pour le rejouer avec votre nouvel arsenal. Qui a perdu un foie? À partir d'un principe on ne peut plus simple, Robot Entertainment a réalisé un petit bijou authentiquement fun. Graphiquement très soigné, le jeu trouve le bon équilibre entre humour cartoon et action épique. Le rythme ne faiblit jamais, la campagne est longue et on ne résiste pas à l'envie de refaire ses niveaux favoris pour y tester ses nouveaux jouets mortels afin d'améliorer son score. La durée de vie est donc immense. Ajoutons à cela une ambiance de folie grâce notamment à des musiques dignes d'un Castlevania et vous comprenez pourquoi il serait vraiment dommage de passer à côté d'Orcs Must Die. Pour moins de 15 €, on a là l'un des meilleurs jeux du moment. Je suis trop fort. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate ? Alors au premier entretien, je dirais que dans le monde du jeu vidéo, on doit être un cran en dessous de l'échelle du code vestimentaire qui prévaut dans toutes les autres industries. Donc le combo veste-chemise doit être au sommet de l'échelle. Voilà. Mais je dirais que sinon la maxime qui prévaut, c'est tenue correcte exigée. Au-delà de ça, on n'est pas très exigeant. Profil recherché. Alors pour un poste de community manager, il n'y a pas d'école du community management, donc il n'y a pas de profil type, pas de grille. Comme c'est malgré tout une fonction de communication, puisqu'il s'agit de s'adresser notamment à des communautés, on voit se porter vers ces postes des gens qui sont issus soit d'écoles de commerce, soit de formation marketing, soit de formation relations presse. On a pas mal de candidats issus de l'EFAP qui s'orientent ensuite vers ce type de fonction. Mais ce qu'on va regarder, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de formation type, c'est l'expérience du candidat et puis aussi son quotidien
si, par exemple, cette personne est rompue aux réseaux sociaux, si elle a une vie intense dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres. Un plus, ça peut être également la tenue d'un blog. Et puis bien sûr, dernier élément qui va rentrer en ligne de compte, puisqu'on parle de jeux vidéo, c'est son expertise, sa culture du jeu vidéo. Cette personne va être amenée à s'adresser encore une fois à des communautés de jeux vidéo. Alors, on sait qu'il y a différentes communautés, des communautés qui s'intéressent aux MMO, aux jeux de stratégie, etc. Donc il va falloir, pour qu'elle soit efficace, qu'elle ait une crédibilité. Donc qu'elle connaisse la matière dont il est question. Dans le monde du cinéma, il ne viendrait pas à l'idée d'embaucher quelqu'un qui n'aime pas le cinéma. Le jeu vidéo, c'est aussi une industrie culturelle. On a besoin de gens qui aiment le jeu vidéo et qui donc savent en parler. Niveau d'études et expérience. Donc, par conséquent, avec ces exigences, on se retrouve là plus souvent avec des candidats qui sont entre Bac plus 3 et Bac plus 5. Rémunération et évolution. À l'entrée, la rémunération est, je pense, un peu plus basse que dans la moyenne des autres secteurs. Un community manager débutant va commencer avec un salaire d'environ 25 à €. Bien sûr, ça dépendra de sa formation et de son expérience. Par contre, elle peut évoluer assez rapidement en fonction de la démonstration qu'il fera après sa prise de fonction de son efficacité. Donc on peut rapidement évoluer aux alentours de 27, 28, 30 €, voire davantage si on endosse ensuite des fonctions de management. À éviter absolument. Nous d'abord on aime les gens souriants parce que ça va démontrer une certaine convivialité qui sera ensuite extrêmement utile et dans le rapport avec le client qu'on représente auprès des joueurs et dans les rapports bien sûr avec les joueurs. Alors ce sont des rapports qui sont numériques, qui passent par des forums, qui passent par des blogs, qui passent par des pages Facebook. Parfois ça peut être des rapports physiques puisque le community manager va aussi intervenir dans le cadre d'événements organisés autour du lancement d'un jeu par exemple. Donc effectivement cette capacité à communiquer, à être ouvert sur les autres est importante. Et puis là je vais donner peut-être un détail mais qui pour nous est important, c'est la capacité à un entretien à dire qu'on ne sait pas. Parce que d'abord il nous arrive de poser des questions un petit peu pointues lors d'un entretien sur l'industrie, etc. Et on apprécie d'un candidat qu'il essaye de bluffer, de broder, qu'il nous dise je ne sais pas, parce que ce sera aussi quelque chose qui sera regardé ensuite, c'est sa capacité à aller chercher une information dont il ne dispose pas, et aussi ensuite à assumer des erreurs qu'il aurait pu commettre et donc à apprendre de ses erreurs. Donc ça c'est vraiment un élément important. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. Ah, Elise, tiens, prends une chaise, assieds-toi. Ça va? Voilà, toi tu penses à Ariel. Ouais. Ouais, attends, je t'ai écrit une chanson pour te remonter le moral. Ah, cool. Bonjour, que l'on vous colle une note AA- ou BB+, vous n'en avez rien à carrer, mais cela risque pourtant de changer 2 ou 3 petites choses pour vous. Alors quoi? Impôts, TVA, tout le reste? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais raconter une histoire, c'est quand même pas super évident. Et même si un certain génialissime dessinateur de la toile gaminophobe ose dire que les enfants ont une imagination aussi développée que celle d'un scénariste de Trop Bonne Ma Life, il n'empêche qu'il leur est souvent plus facile d'imaginer que leurs nombreuses aventures au fin fond du garage contre des sauterelles tueuses et des tuyaux maléfiques sont réelles. D'ailleurs, c'est un peu le thème de A Tale by Alex. Vous incarnez Alex, un gamin de 9 ans qui va vivre simultanément ses jeux sous 3 points de vue différents, de la réalité au fantasme. Et forcément, c'est super bien. C'est super bien, mais c'est aussi extrêmement difficile à suivre. Et par exemple, moi, les ours, je les ai jamais vus. Mais bon, si vous avez l'occasion de vous faire greffer 1 ou 2 cerveaux supplémentaires, ça ne devrait plus poser trop de problèmes. Et puis bon, mettre sous forme de jeu une bonne histoire n'est jamais chose aisée. Il faut trouver le bon concept, le bon design, le bon truc, le bon machin, sans parler du game system. À moins de faire dans la simplicité comme dans Story Hero. L'histoire, elle est là, ici, sous vos pieds. Et pour pouvoir progresser, il suffit d'utiliser les mots sur lesquels vous posez vos petits petons. Et du coup, c'est trop cool et original. Mais malheureusement, ça se boucle en 4 minutes. Et forcément, on espère que cette petite expérimentation aura plus tard droit à un développement plus complet. Et puis, il y a ceux qui n'en racontent pas d'histoire. Parce que bon, c'est trop compliqué et que finalement, il suffit parfois de vous balancer dans un jeu super dur, super bien foutu pour que l'histoire, vous la fassiez vous-même dans votre tête, quoi. Comme dans Cave Trek de Nicalis, par exemple.
Parce que, et d'une, la 3D ISO, ça faisait bien longtemps que j'en ai pas vu. Parce que 2, c'est bien tordu et super vicieux. Et puis parce que 3, ça déchire trop bien de l'enfer. Et là, l'histoire, on n'a qu'à dire que c'est un aventurier trop aventureux qui cherche des clés pour ouvrir des portes, et puis voilà. Et puis parfois, raconter une histoire, c'est aussi raconter une vie. Et raconter l'histoire d'une boîte, c'est pas évident. Même si elle est cool, la boîte. Elle aide des bestioles à traverser des gouffres, des pièges vicieux et plein d'autres trucs. Alors faut pas pousser. Elle a une vie passionnante, la boîte. Mais seulement voilà, c'est une boîte. Alors du coup, ça fait pas super sérieux. Pas super sérieux peut-être, mais quand même bien cool à jouer, et on joue pendant longtemps, donc parfois l'histoire, voilà quoi. Et puis c'est pas comme si vous saviez que de toute façon, il faudrait aussi penser à ne surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Certains ont les oreilles qui bougent, d'autres ont le nombril qui rentre pas. Certains ont les yeux qui louchent, d'autres ont les cheveux gras. Certains ont la mémoire des noms, mais pas des visages. Certains se rappellent les visages et pas forcément les noms. Certains ont les pieds qui sentent, d'autres c'est leur bouche. Certains ont des lentes, d'autres portent des couches. Toi-même tu sais qu'il faut que tu t'aimes. Toi-même tu sais qu'il faut que tu t'aimes. De toute façon, tu vas vieillir et attraper des maladies. Crois-moi, tu vas te flétrir, à commencer par ton zizi. Déjà que t'es moche, alors ça va pas s'arranger. Ne rate pas le coche et commence à t'aimer. Toi-même, tu sais qu'il faut que tu t'aimes. Toi-même, tu sais qu'il faut que tu t'aimes. Toi-même, tu sais qu'il faut que tu t'aimes avant de crever. Il y a 25 ans sortait l'un des jeux les plus marquants de la NES, Metroid. Loin des mondes colorés et enfantins auxquels Nintendo est souvent associé, Metroid plongeait le joueur dans un univers de science-fiction sombre et claustrophobe, très inspiré de la saga Alien. Retour sur les 4 épisodes ayant forgé la légende de Samus Aran. Développé par l'équipe Research and Development 1 de Nintendo et produit par la légende du jeu vidéo Yokoi Gunpei, Metroid est en essence le fruit du croisement entre le gameplay plateforme de Super Mario Bros et la structure de The Legend of Zelda. Comme dans Mario, le jeu est en scrolling horizontal. Comme Zelda, la structure du jeu est en partie non linéaire. Le joueur doit explorer l'univers afin de trouver les items qui lui permettront d'atteindre des zones jusque-là inaccessibles. Dans Metroid, on incarne Samus Aran, mystérieux personnage en combinaison jaune et rouge, envoyé sur la planète Zebes pour traquer les pirates de l'espace dirigés par le bio-ordinateur Mother Brain. Les pirates ont mis la main sur une forme de vie ultra dangereuse, les Metroïdes. L'une des surprises du jeu était de découvrir, à la toute fin, que Samus était en réalité une femme, devenant l'une des premières et l'une des plus légendaires héroïnes de jeux vidéo. Élevée par une race d'hommes-oiseaux appelés les Shujinzoku, ou Shozo, Samus possède des capacités supra-humaines, à commencer par le lien qui l'unit à sa combinaison, la Power Suit. Samus est ainsi capable de se transformer en Morph Ball, qui lui permet de rouler dans des endroits exigus. Il s'agit traditionnellement de la première upgrade que l'on trouve dans un jeu Metroid, et elle est au moins aussi célèbre que l'héroïne elle-même. Metroid a marqué pour son ambiance oppressante et sa structure labyrinthique, qui rendait le jeu assez complexe.
d'autant plus en Occident, car si au Japon le jeu est sorti sur le Famicom Disk System et proposait donc un système de sauvegarde, en Occident le jeu sortit sur cartouche et proposait un système de password un peu lourd. Notons également les thèmes musicaux emblématiques de la série, déjà présents dès ce premier épisode. Metroid fera l'objet d'un remake en 2004 sous le nom Zero Mission, bénéficiant de graphismes améliorés avec notamment de fort jolis arrière-plans que l'on jurerait sortir d'une planche de Jack Kirby. Si le scénario de base est le même et que l'on retrouve de nombreux éléments de l'original, le déroulement du jeu a été un peu modifié, prenant en compte certaines des évolutions apportées entre-temps par Super Metroid et Metroid Fusion. Par exemple, le jeu indique régulièrement au joueur où se trouve son prochain objectif, lui évitant d'errer dans le labyrinthe de Zébès des heures durant. La plus grosse innovation de Zero Mission est l'inclusion d'un scénario supplémentaire à la fin du jeu, durant lequel Samus se retrouve privé de sa power suit et va donc devoir s'infiltrer dans le vaisseau mère des pirates de l'espace armé d'un simple pistolet paralysant. L'occasion de proposer un gameplay un peu différent car davantage basé sur l'infiltration. Samus Aran saura se faire désirer puisqu'il faudra attendre 5 ans pour assister au retour de la chasseuse de primes sur console, cette fois-ci sur Game Boy. Dans Metroid 2, Samus est envoyée sur SR-388, la planète d'origine des Metroid, un clin d'œil direct à la planète LV-426 d'Alien. La Fédération Galactique demande à Samus d'exterminer tous les Metroid afin qu'ils ne puissent plus représenter un danger pour la galaxie. Sur SR-388, Samus découvre que les Metroid qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent n'étaient que des larves capables d'évoluer pour prendre la forme de monstrueux prédateurs reptiliens. Au moment de sa sortie, Metroid 2 faisait honneur aux capacités du Game Boy, avec de grands sprites et des décors très détaillés. La structure du jeu reste ouverte, et cette fois-ci, Samus a un compteur indiquant le nombre de Metroid à éliminer. Au terme de l'aventure, Samus affronte bien évidemment une reine Metroid. Un dernier bébé Metroid naît sous les yeux de Samus, qu'il prend pour sa mère. Samus décide alors de préserver le bébé pour la recherche. Peu de temps après avoir déposé la larve Metroid à la station de recherche Ceres, Samus reçoit un signal de détresse. Les pirates de l'espace n'ont pas perdu de temps et ont attaqué la station pour voler la larve. Samus les traque jusqu'à la planète Zébès, où les pirates ont à nouveau investi les galeries souterraines et créé un nouveau complexe. On a donc une suite qui a parfois des airs de remake, puisqu'on retrouve une partie des environnements et des boss du premier épisode, y compris Mother Brain ressuscité pour l'occasion. Cela n'empêche pas Metroid d'être un grand jeu, bien au contraire. Jouissant de graphismes sublimes, d'une richesse de gameplay impressionnante, Super Metroid est la quintessence de la série. Parmi les innovations, outre de multiples nouveaux gadgets pour Samus, on notera l'arrivée d'une mini-map permettant de s'y retrouver plus facilement. Impossible de ne pas citer l'ambiance extraordinaire du jeu, les graphismes 16 bits permettant une véritable mise en scène des environnements. Sans parler de jeux effrayants, Super Metroid prenait aux tripes. Quant aux musiques, elles sont entrées dans la légende. Le jeu était tellement vaste et complexe qu'au moment de sa sortie, il était accompagné d'un guide de 120 pages décortiquant chaque zone du jeu et listant tous les secrets à découvrir. Le jeu culminait par un combat final d'anthologie qui parvenait à fusionner gameplay et storytelling, créant l'une des fins les plus mémorables et satisfaisantes vues dans un jeu vidéo. Super Metroid fait partie de ces jeux que tout gamer se doit d'avoir fait au moins une fois dans sa carrière. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs jeux d'action-aventure 2D de tous les temps et une leçon en matière de game et de level design. À nouveau, Samus Aran s'est fait attendre, puisque son grand retour ne se fera qu'en 2002, avec d'un côté Metroid Prime sur GameCube et Metroid Fusion sur Game Boy Advance. Si Metroid Prime réinvente le gameplay de Metroid en 3D et explore le passé de l'héroïne, Metroid Fusion, quant à lui, restitue fidèlement le gameplay 2D de l'époque NES et Super NES et se déroule après les événements de Super Metroid.
Avec la destruction des métroïdes sur SR-388, une forme de vie indigène appelée le parasite X, dont les métroïdes étaient le prédateur naturel, s'est multipliée à vitesse galopante. Le X a la capacité de parasiter un hôte biologique puis de le copier, un peu comme la chose du film de John Carpenter. Samus se retrouve infecté et ne doit sa survie qu'à un vaccin expérimental conçu à partir de l'ADN de la larve métroïde. Désormais capable d'absorber les X, Samus doit donc empêcher leur prolifération à bord du laboratoire biologique spatial, le BSL. De quoi changer un peu des environnements habituels de la série. Très vite, le joueur se rend compte qu'une Samus X est en maraude à bord du BSL, histoire de lui donner quelques sueurs froides. La narration joue un rôle bien plus important dans Metroid Fusion. Samus reçoit des missions précises confiées par son ordinateur de bord Adam, et lorsque le joueur prend les ascenseurs reliant les différentes parties du labo, il n'est pas rare que Samus en profite pour soliloquer sur la situation présente. Certains joueurs regretteront cette place plus importante accordée à l'histoire, préférant Metroid en tant qu'exploration solitaire et mystérieuse. Quoi qu'il en soit, la fin de Metroid Fusion ouvre la porte à de nombreux développements potentiels, qui restent pour l'instant à l'état théorique puisque tous les autres jeux Metroid sortis depuis, qu'il s'agisse de Metroid Prime ou de Metroid Other M, sont des préquels. Connaîtra-t-on un jour la suite des aventures de Samus après Fusion ? Pendant longtemps, une rumeur faisait état d'un 5e épisode baptisé Metroid Dread en développement sur DS, mais ce projet ne s'est jamais matérialisé. Ouais, merci. C'est beau, quoi. Ça remonte le moral, finalement. Ah, excuse-moi. Ariel ? Oui ? Oui. J'arrive tout de suite. Il faut dire au revoir, c'est la fin de l'émission. Au revoir. Et surtout, sois discret et surtout incognito. Ouais.